ici présents. Je suis Mamadou Koné, ancien professeur d'histoire et de géographie, conseiller technique à la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, secrétaire permanent de l'association des amis du musée des forces armées. Excellences, Messieurs les présidents, les forces armées vous souhaitent la bienvenue au mémorial de Thiaroye, mémorial dédié aux tirailleurs sénégalais et malgaches qui ont participé à l'avènement du monde libre en faisant donc la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce titre que ce mémorial est érigé pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, nous sommes là pour le vernissage d'une exposition dont le titre est Thiaroye 44, une mémoire blessée. Avec votre autorisation, on va commencer la visite du... Alors, ici, donc, Thiaroye 44, une mémoire blessée. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, comme pour la Première Guerre, la France s'est adossée à notre continent pour venir puiser des soldats et aller défendre la métropole française. Alors là, nos tirailleurs, quelques 63 000, ont été propulsés comme ça en France sur les théâtres d'opération. Mais la Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, ne commence pour les combats de l'armée française qu'en mai-juin 1940. Et là, c'est la débâcle. Et c'est une période très sombre dans l'histoire des tirailleurs, puisque l'armée française défaite, les tirailleurs sénégalais se trouvent abandonnés à eux-mêmes. Et il s'agissait pour eux de se défendre jusqu'au sacrifice suprême, parce que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Et c'est ce qui a fait que, durant ces combats, de hauts faits d'armes ont été relevés, et ces faits d'armes ont fait l'objet de citations à l'ordre de l'armée et de décorations de la part des chefs qui les ont commandés, qui les ont conduits au feu. Dans ces faits d'armes, nous en avons un certain nombre sur ces tableaux. Celui-ci est le cas d'un jeune moussi du nom de Boké Diarra, 20 ans. Et comme les Allemands avaient développé une tactique nouvelle que l'on ne connaissait pas dans la stratégie militaire, qui consistait à faire une attaque massive, ce qu'on appelle donc dans l'histoire la guerre éclair. Cette guerre éclair a pris de court l'armée française qui, derrière la ligne Maginot, attendait ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et quand les Allemands ont fini d'occuper la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, c'est en ce moment-là qu'ils se sont tournés vers l'armée française. Et les combats ont été de courte durée, puisque en quelques semaines, l'armée française est défaite. Mais les tirailleurs sénégalais, valeurs et vertus africaines en bandoulière, se sont comportés en de véritables guerriers. Et là, Boké Diarra était dans une position où une escadrille allemande, donc des avions allemands, allaient les attaquer et avaient fait exprès pour voler à basse altitude pour mieux larguer leurs bombes sur les cibles. Mais Boké Diarra a gardé son sang-froid et a pu, avec son fusil mitrailleur, endommager un des avions, un dormier, et l'autre a été abattu. Il a eu le temps de recharger son fusil, donc pour abattre le deuxième avion. Et là, ce sang-froid, ce courage, cette bravoure est un fait d'armes qui a été sanctionné par une citation à l'ordre de l'armée. Il faut signaler, Excellence, que ces faits d'armes sont tellement nombreux, et ce sont les chefs blancs qui ont annoncé ça à la hiérarchie militaire, qui a décidé donc de donner des médailles militaires, des citations à l'ordre de l'armée. Et souvent, ces tirailleurs étaient blessés. Et malgré les blessures, parfois qui étaient des blessures handicapantes, ils ont continué à se battre et ils ont réussi à sauver leur unité, ou en tout cas à permettre à certaines unités de se replier, et eux, ils ont été souvent sacrifiés. Alors, il y a également le fait qu'on disait, depuis la Première Guerre mondiale d'ailleurs, que les tirailleurs, donc quand il n'y avait plus de chefs blancs qui ont été mis hors de combat, n'étaient plus qu'un troupeau d'individus. Donc pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de mener des combats, de mener des hommes.
C'était archi faux, puisque là, le cas de Souleymane Bathily, qui a donc perdu ses chefs, a réussi à se ressaisir, à regrouper quelques tirailleurs et à se battre. Et souvent, malheureusement, le problème des tirailleurs, c'est qu'ils n'avaient plus de munitions. Alors là, ils se sont battus à l'arme blanche et la suite donc, a été sanctionnée par une citation à l'ordre de l'armée et médaille militaire. Souleymane Bathily, d'ailleurs, a fini sa carrière comme lieutenant. Et en 2009, il a été le parrain, en 2010 plutôt, ou 2009, il a été le parrain de la journée du tirailleur. Excellence, nous continuons cette visite et ce tableau reflète la même situation, des tirailleurs blessés qui continuent à se battre et qui arrivent donc à libérer peut-être certaines zones. Il a fallu plutôt l'absence de munitions pour que ces tirailleurs soient défaits. Alors là, nous avons, quand les tirailleurs ont été défaits, nous sommes dans une période où l'armée française, l'armistice a été signé donc au mois de juin, et en ce moment-là, les combats ont cessé. Alors comme les prisonniers étaient très nombreux, les Allemands ont demandé aux Français de déposer les armes et de se mêler à la population civile pour s'en aller. Mais les tirailleurs, on les a isolés. Et souvent, on les a isolés pour que les chefs, les officiers blancs ne soient pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on les isole, après, ils sont massacrés. Là, nous voyons un tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais, dont l'unité a été défaite. Et là, je souligne que ce 12e régiment de tirailleurs sénégalais, quand il a été défait, donc les troupes se sont repliées. Et les blessés, on les a amenés. Mais les blessés graves qui ne pouvaient pas être amenés, on les a abandonnés sur le terrain. Et lui, il en fait partie. Et il regarde son bourreau qui est en train de le photographier. Il va être exécuté. Alors, ces exécutions étaient des exécutions sommaires, de masse. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est un soldat allemand qui est là debout devant ces massacrés. Et il a fallu l'intervention du commandement allemand même pour que ce massacre-là cesse. Au total, 24 000 soldats ont été tués, alors qu'ils étaient seulement 63 000 à être au front. Alors 24 000 d'entre eux sont tués, et quand l'ordre est venu d'arrêter le massacre, les Allemands qui ne voulaient pas de prisonniers sur leur territoire, donc ont demandé à ce que ces prisonniers-là soient mis dans des prisons à ciel ouvert, qu'on appelle les Frontstalag, en France même. Alors là, on les voit derrière les barbelés, et ils vont subir le martyre dans ces Frontstalag. Surtout la première année, beaucoup vont mourir de faim, de froid, puisque c'est à ciel ouvert, et c'est des gens qui viennent de régions chaudes, donc qui ne peuvent pas supporter le froid, et sans compter les brimades, les privations, les frustrations, et ils vont passer 4 années dans ces prisons-là. Alors, c'est à la faveur des débarquements de Normandie et de Provence en 1944 que, progressivement, les Alliés dominant la situation, les Frontstalag les prisonniers vont être libérés des Frontstalag, et en ce moment-là, évidemment, leurs camarades qui étaient au front et qui n'avaient pas, qui avaient continué le combat à partir de 1944, donc on va subir le blanchiment des troupes. Alors, blanchiment des troupes, le martyre que les prisonniers ont vécu dans les camps, dans les prisons à ciel ouvert, les Frontstalag, ajouté au blanchiment donc de leurs camarades qui continuaient les combats, tout cela a créé des mouvements d'humeur, un malaise, et les ex-prisonniers demandaient aussi qu'on leur rembourse leur arriéré de solde, leur indemnité de captivité et d'autres pécules de guerre. Or, la France, à l'époque, était dans la dèche, n'avait pas ces moyens-là. Ils ont commencé à faire acte de désobéissance civile. Il fallait rapidement les évacuer avant qu'ils ne gangrènent toutes les troupes qui étaient en métropole à cette époque-là. D'où donc la décision de faire partir ces 2000 tirailleurs, dont 315 ont refusé de partir. 400 auraient débarqué à Casablanca, ce qui est archi faux, parce que dans le carnet de bord donc signé par le chef de bataillon qui menait ce contingent-là, il a écrit « rien à signaler ».
Donc 400 tirailleurs ne pouvaient pas descendre à Casablanca. Et les chercheurs pensent que cela, c'est pour amoindrir le nombre de futures victimes. Parce qu'officiellement, c'est 1280 qui sont arrivés à Dakar. Et la recherche aujourd'hui avance d'autres chiffres, mais qui ne sont encore que des hypothèses. Et on a l'espoir qu'on va accéder à cette vérité historique. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, Excellences, Messieurs les Présidents, ces jeunes Africains avaient été arrachés de leur famille, arrachés de leur terroir, propulsés sur des théâtres d'opération où il fallait faire face, en plus de l'ennemi, au froid. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes. Et ils ont résisté. Ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention.